Donc, rebonjour, bienvenue à notre autre cours de D02. Ce soir, la majorité du cours va être sur la création et l'exécution de scripts système. Donc, on se retrouve sur notre site linuxcommand.org. On se souvient que sur le site de cours, sur l'EIA, on a aussi le manuel de référence de ce site-là si on veut. Puis, on a aussi des notes de cours sur les scripts système puis le terminal en français si on en a besoin. Donc, on avait regardé dans la dernière semaine comment travailler avec le shell, puis il nous reste une dernière petite partie à regarder avant de commencer à regarder comment écrire des scripts dans le shell. Donc, on avait regardé qu'on travaille dans un terminal. Ça, c'est notre application qui peut exécuter différentes commandes. Ensuite, on peut taper dans le terminal, puis ça envoie les informations à un autre programme qui s'appelle le shell, qui permet d'interpréter ces commandes-là, puis de les exécuter, nous donner un retour pour être capable de travailler avec les différentes commandes qui sont disponibles dans le système. On avait vu qu'on avait un système d'emplacement, un système de dossier, un peu comme sur n'importe quel autre ordinateur, mais à la place de commencer avec une lettre, on commençait avec directement une racine qui était le slash, puis on pouvait se positionner à l'intérieur de là, comme avec des commandes comme CD pour remonter ou aller redescendre dans certains dossiers. Puis à partir de là, on peut aussi voir les différents éléments qui sont à l'intérieur. Puis on avait vu différentes commandes pour être capable de bouger ces éléments-là, être capable de les copier, être capable de les renommer, et ainsi de suite. Il nous restait une petite section à gérer, qui était le principe de permission. Donc, quand on travaille sur un système qui est basé sur Unix, un système qui est avec Linux habituellement, on va avoir un principe de permission pour chacun des fichiers. Donc, premièrement, on va vouloir être capable de trouver c'est quoi les permissions d'un fichier. Donc, on avait vu la commande en ls qui me permettait de voir le contenu d'un fichier, d'un dossier, pardon. Puis, ça nous listait donc tous les fichiers. Mais on avait vu aussi le ls-l, qui était l'option longue qui me permettait d'avoir plus d'informations sur les différents fichiers. Donc là, ici, pour se mettre dans un endroit plus précis, là, on va aller juste faire un ls sur un élément. On va aller sur mon fichier ls-l. Donc, ça va juste me donner le ls-l de ce fichier-là spécifique. Donc, il y avait le nom du fichier, il y avait la dernière modification, il y avait la taille. Puis ici, on a des informations sur les permissions du fichier. Donc, on va aller regarder aujourd'hui qu'est-ce que ça implique, cette section-là, puis comment est-ce que ça peut nous affecter quand on essaie de travailler avec le système. Donc, on va aller voir une série de différentes commandes qui va nous permettre de travailler avec les permissions des fichiers. Donc, le principe fondamental des permissions, ça porte bien son nom, c'est qui est permis de travailler avec ce fichier-là. Donc, quand on parle de travailler, en fait, il va y avoir trois différentes actions possibles, trois différentes sortes de travail que je peux faire avec le fichier. Il va y avoir trois lettres qui vont être assignées à ces trois actions-là. Là, ici, on va pouvoir voir que c'est comme trois regroupements de lettres, là, mais là, on va voir les trois lettres. Là, il y a un R, il y a un W, il y a un X. On va voir qu'est-ce que chacune veut dire. Donc, la première permission possible, ça va être avec le R, qui va me permettre de lire le contenu du fichier. Donc, si je veux voir le contenu du fichier, il faut que j'aille une permission de lecture, OK, un read permission. Donc, le R, c'est pour read. Ensuite, on a le W qui est pour write. Donc, avoir un R, ça me permet, un W, pardon, là,
Le W pour write me permet d'écrire dans le fichier, donc de modifier son contenu. Donc, le R, c'est pour la lecture. Le W, c'est pour l'écriture. Donc, je peux lire le fichier, je peux modifier le fichier. Okay? 2 droits, 2 permissions fondamentaux. Puis, on a une troisième permission qui est le X, qui va être pour l'exécution. Donc, l'exécution, c'est un peu différent. C'est quand je vais vouloir l'utiliser comme si c'était un programme. Donc, admettons, quand j'exécute une commande, ben, quand j'exécute une commande, il faut que je sois capable de lire le fichier, mais pas seulement de lire le fichier, il faut que j'interprète ça comme si c'était une commande que je peux exécuter sur le système. Puis ça a sa propre permission. Donc, on avait vu, pour trouver l'emplacement d'éléments, on avait le which, donc le pwd se retrouve dans le dossier user bin. Donc, si je fais un ls-l du user bin pwd, je devrais voir des X à des endroits. OK? Donc, j'ai le droit d'exécuter ce programme-là. Fait qu'on a le principe de permission. Il y a 3 types de travail possibles avec les permissions. Ça, c'est comme notre notre première connaissance par rapport aux permissions. Il existe un deuxième type d'élément par rapport au monde des permissions, qui va être en fait, 2 autres mots qui sont spécifiés quand je fais mon ls-l, qui sont le nom du propriétaire du fichier. Donc, chaque fichier va avoir en fait un propriétaire. Donc, le principe, c'est que sur la machine, on peut avoir plusieurs utilisateurs. Hein, de créer un compte utilisateur. Puis, on avait parlé du super utilisateur là, qui était nommé root. Donc, il y a au moins 2 utilisateurs qui sont différents. On a donc la possibilité d'avoir un propriétaire. On a une question ici. Est-ce que le W, ça inclut le R? Donc, est-ce que si je suis capable d'écrire, je suis implicitement capable d'écrire? Si je suis capable d'écrire, est-ce que je suis implicitement capable de lire? La réponse à ça, c'est non. Donc, il n'y a pas d'inclusion. Chacune de ces 3 permissions-là, ils sont de manière exclusive, OK? Bon, en fait indépendante. Donc, ça se peut que je suis capable de juste écrire dans un fichier, mais qu'est-ce que j'écris? Je ne suis pas capable de le relire. OK? Donc, pour des fichiers texte, OK, ça fait un petit peu moins de sens, là. Mais on va voir que les fichiers sur Unix, ça peut représenter autant des fichiers que d'autres éléments du système. Donc, ça peut représenter aussi des entrées-sorties, comme on va avoir un fichier qui va représenter la carte de son. Bien, la carte de son, pour envoyer du son sur la carte de son, je vais écrire dedans. Mais ça ne fait pas de sens que je sois capable de lire de la carte de son, parce que la carte de son est juste faite pour envoyer des informations. Donc, si on demande, ici, il y a des erreurs des fois avec quand tu essaies de faire ls avec PowerShell. Encore une fois, faire attention. Ce que je vous montre en ce moment, c'est pour des environnements qui sont basés sur Linux. Donc, PowerShell, c'est un environnement qui est basé sur Windows. On se souvient qu'on avait installé WSL ou des machines virtuelles pour être capable d'avoir un environnement Linux. C'est juste là-dedans que toutes les commandes que je vous montre vont fonctionner. On a donc le principe du propriétaire. Donc, chaque fichier n'a le droit qu'à d'avoir un seul propriétaire. Puis, il va y avoir un regroupement de permissions qui va être associé au propriétaire spécifiquement. Fait que quand on regarde les permissions, là, si on regarde, il y a 3 trios d'informations. Il y en a un premier qu'on va mettre de côté pour l'instant. Puis, on a après ça 3 trios de symboles possibles. Donc, les 3 trios peuvent être chacun R, W ou X. Le principe, c'est que ces trios de possibilités-là, okay, ces trios de permissions-là,
s'applique sur différents utilisateurs, dépendamment sont où dans la liste. Donc, le premier dans la gang s'applique au propriétaire du fichier. En anglais, on appelle ça le owner. Donc, ici, quand c'est marqué Dolan, ben, ça fait en sorte que moi, en ce moment, c'est ça mon nom d'utilisateur. Donc, ça fait en sorte que c'est le premier set de permissions, c'est ce qui est appliqué pour l'utilisateur Dolan. Le dernier set de permissions, c'est appliqué pour n'importe qui. Donc, on a le propriétaire, puis à la fin, on a n'importe qui. Fait que si, mettons, je regarde justement mon fichier, mon fichier, qu'est-ce que j'ai? Ça dit, j'ai le droit de lire et écrire dans ce fichier texte-là si je suis le propriétaire. Mais si je suis n'importe qui d'autre, OK, j'ai seulement le droit de lire le fichier, pas d'écrire à l'intérieur. Donc, on a 3 permissions possibles, puis on a 3 groupes de permissions. Le premier, c'est le propriétaire. Le dernier, c'est n'importe qui. Là, il y en reste un dans le milieu, qui va être le groupe d'appartenance. Donc, le principe d'avoir juste des permissions pour chaque propriétaire ou n'importe qui, c'était pas assez granuleux. On n'avait pas assez de possibilités. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a rajouté comme un intermédiaire qui est les groupes. Donc, le principe d'un groupe, c'est un regroupement d'utilisateurs, OK, qui va avoir un nom dans lequel on va pouvoir associer un ou plusieurs utilisateurs. Le principe, c'est que en tant qu'utilisateur, je peux être dans plusieurs groupes, puis un groupe peut contenir plusieurs utilisateurs. OK? Donc, ça fait comme des regroupements, hein, qu'on peut dire. Fait que tout le monde qui est étudiant pourrait être dans le groupe étudiant, puis là, je pourrais mettre des permissions spéciales pour le groupe étudiant. Tu peux savoir, tu es dans quel groupe, là, en faisant la commande Groups. OK? Puis, on voit ici qu'on a une panoplie de différents groupes, incluant un groupe qui a le même nom que ton nom d'utilisateur. Donc, le principe, c'est que pour les fichiers, on est obligé d'avoir un propriétaire, puis on est aussi obligé d'avoir un groupe spécifique à ce fichier-là. Fait que ça fait en sorte qu'on serait comme obligé de créer un groupe quelconque là, pour comme y assigner puis là, y donner des permissions spéciales. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est juste de dire, quand on crée un utilisateur, on va aussi créer un groupe du même nom dans lequel seul l'utilisateur va être le membre. Donc, comme ça, quand je crée un fichier, je peux tout simplement assigner le propriétaire avec le nom d'utilisateur, puis le groupe avec le nom d'utilisateur. Comme ça, j'ai un simili-élément qui est individuel à ce fichier-là. Fait que quand je regarde maintenant mon ls-l, je sais maintenant que j'ai une série de permissions qui est 3 regroupements de 3 permissions. Hein. Les 3 permissions, c'est la lecture, l'écriture et l'exécution. Puis, c'est pour les 3 regroupements. Le premier regroupement, c'est le propriétaire du fichier qui est aussi assigné au fichier. Le deuxième regroupement, c'est pour le groupe du fichier. Puis, le troisième regroupement, c'est pour n'importe qui d'autre qui est ni le propriétaire, ni dans le groupe propriétaire. J'ai une question de Bertin. Voilà, Hugo, lorsqu'on crée par exemple un utilisateur, est-ce que le système crée un groupe par défaut au nom de cet utilisateur? Oui, donc c'est Ah, automatique. Il y a un groupe du nom de l'utilisateur qui est créé en même temps que la création de l'utilisateur. ok, d'accord, merci. Donc c'est tout fait automatiquement. Là, on n'a pas besoin de rien faire. Il nous reste un petit dernier symbole qui est le premier possiblement tiret. Donc, le premier tiret, à quoi il sert? C'est pour nous indiquer c'est quoi le type du fichier. Donc, si je fais un ls-l de mon dossier principal, où c'est que j'ai plein de stocks, on va voir qu'il y en a certains que le premier symbole, ce n'est pas un tiret. Ben, dans ce cas-ci, c'est la lettre D
qui implique quoi? Qui implique en fait que c'est des directories, c'est des dossiers. Ce n'est pas des fichiers à part entière. Il existe d'autres types de symboles, OK, comme les liens, que nous, on ne verra pas dans le cours. OK, ça sort un peu, il faudrait avoir plus de temps. Donc, on va voir que le premier caractère, c'est pour représenter, si c'est un tiret, c'est que c'est un fichier normal. Si c'est quelque chose d'autre, ben, un D, ça représente un dossier. Puis, il existe d'autres symboles possibles pour la représentation de fichiers spéciaux. OK? Fait qu'on a le principe de permission maintenant en tête. OK? Read, write, execute. Owner, group, everyone else. Fait que si j'ai ces éléments-là, il va falloir que je sois capable de les modifier, que je sois capable de les changer. Donc, on va aller regarder certaines commandes qui me permettent de changer les droits d'accès de mes fichiers. Donc, on va avoir la commande chmod. Donc, la commande chmod me permet de modifier la liste, ça ici, ces permissions-là, là, dans le système, là, on appelle ça les modes, comme M-O-D-E. Donc, si je regarde ici le manuel, hein, parce qu'on peut regarder les manuels avec la commande man. Donc, ça va changer le mode d'un fichier. Fait que ça va me permettre de dire, ben, ce fichier-là, j'aimerais ça que je puisse exécuter ou que n'importe qui soit capable de le gérer. OK? Puis, pour être capable de faire ça, en gros, lui, il utilise, OK, des valeurs en binaire, des 0 puis des 1. Fait que le principe, c'est que pour chaque valeur qu'on veut avoir comme étant activée, hein, on veut activer ce bit-là, ce 0 ou 1-là, pour être capable de l'avoir. Donc, si, mettons, je regarde ici, si je veux des RWX partout, hein, pour les 3 éléments, ben, ça serait des 1 partout. Puis, si je veux juste le RW, ben, ça serait 1, 1, 0 pour le X, pour pas qu'il y ait de X. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Puis, pour ne pas avoir à écrire toutes ces valeurs-là directes, chacun de ces trios-là, on peut le traduire en valeur décimale. OK? Donc, 1, 1, 1 en binaire, ça vaut 7. Puis 1, 1, 0, ça vaut 6. Puis 1, 0, 1, ça vaut 5. Puis 1, 0, 0, ça vaut 4. Donc, différentes variantes me permettent d'avoir le bon nombre que je veux. Cette conversion-là est utile parce que ça me permet de mettre directement toutes les différentes permissions d'un coup. On va voir qu'il existe d'autres alternatives, mais je peux faire... Si on regarde ici, hein, le principe, c'est que j'ai chmod, je vais mettre le mode, puis après ça, je mets le nom du fichier que je veux avoir. Fait qu'ici, je peux mettre okay, le mode directement, donc 600. Hein? Donc 600, ce serait quoi? Ben, ce serait 6 qui serait RW- pour mon propriétaire. 00, ça fait aucun droit, donc le groupe, les membres du groupe ne pourraient pas rien faire de plus, puis n'importe qui d'autre pourrait rien faire avec ce fichier-là. On a ici une table des versions typiques là, de qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que chmod, le type, OK, ça c'est bon. On a aussi parfois le besoin. Donc, quand on va essayer d'exécuter des choses, ça se peut des fois que ça me dise qu'on n'a pas les permissions requises pour être capable de regarder quelque chose. Fait que, mettons ici, je veux... non, attends, ici... Je veux voir quelque chose qui va me dire permission denied.
On va en changer un, puis on va le voir s'activer. Je vais aller sur... Tiens. Fait que si ici, j'essaie de faire un "-l" de log.txt, j'ai mis 000, ce qui me donne aucun droit. Ben, si j'essaye de voir le contenu du fichier, hein, donc on avait la commande less pour essayer de voir le contenu d'un fichier, ça va me dire j'ai pas le droit, OK, j'ai pas les permissions requises. Donc, que ce soit en lecture, que ce soit en écriture, que ce soit en exécution, on peut se tomber contre un manque de permission quand on travaille avec certaines activités, certains fichiers. Là, ici, il existe un utilisateur spécial. On avait parlé du super utilisateur. Le super utilisateur, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec les permissions? Ben, en fait, il s'en fout. Le super utilisateur, il a tous les droits. C'est pour ça qu'il est super. OK? C'est pour ça que c'est un utilisateur spécial qui reste de côté. L'utilisateur root, hein, qui est notre super user, notre super utilisateur, a tous les droits. Donc, quand je veux avoir une action qui n'a pas les bonnes permissions, puis que je sais que je veux le faire quand même, je peux utiliser les droits du super utilisateur durant une commande précise. Donc, pour faire une commande précise avec le super utilisateur, on va utiliser la commande su pour super user, ou en substitute user, dépendamment à qui tu demandes, do, donc fais quelque chose. Puis là, je vais pouvoir faire la commande que je voulais faire initialement. Donc, faire un sudo, c'est une commande spéciale, okay, qui est activée pour certains comptes. Puis, c'est une commande privilégiée. Hein, c'est un peu comme quand on essaie d'installer un nouveau logiciel sur Windows, là, puis un pop-up où c'est que ça dit est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment faire ça? C'est habituellement une action qui est pas normale, hein, qu'on veut approuver de manière manuelle. Donc, c'est un peu le même principe ici. Quand j'essaie de faire sudo, ça va me dire OK, quand tu essaies de faire une commande avec le super utilisateur, ça doit être important. Ça se peut que tu touches à des choses qui sont dangereuses. Fait que confirme-moi ton identité en rentrant ton mot de passe. Puis, quand je fais ça, ben, ça l'exécute. Puis ici, c'est un log de quelque chose. Là. Il y a du texte à l'intérieur. Mais le principe, c'est que j'ai réussi à faire afficher le contenu de ce fichier-là à travers les permissions qui étaient difficiles, non permissives, en utilisant le compte du super utilisateur. Donc, le super utilisateur est là pour prendre une élévation de privilèges, qu'on appelle, pour être capable de faire n'importe quoi sur le système. Parfait. On peut aussi, donc on avait vu qu'on peut changer le mode, hein, changer les différentes valeurs. On peut aussi changer le propriétaire d'un fichier. Donc, on va avoir la commande chown pour dire le change owner. Donc, ici, j'ai le chown qui change le owner. Donc, c'est un peu le même principe. J'ai chown, j'ai le fichier que je veux changer, puis à l'intérieur, je peux mettre le nom du nouveau propriétaire. Puis, si je veux, je peux avoir un 2 points avec le nom du groupe propriétaire que je voudrais lui réassigner. Donc, j'ai la possibilité de changer ces différents éléments-là. Il faut faire attention, habituellement, si on change de propriétaire, il va falloir avoir justement les droits du super utilisateur, parce qu'en tant qu'utilisateur normal, de changer le propriétaire, c'est quelque chose qui peut être problématique pour le système. Fait qu'on a maintenant le principe de permission de fichier en tête. On est maintenant capable de passer à notre deuxième sujet de la soirée, qui va être l'écriture de script en shell.
Fait que la première chose qu'il va falloir faire pour être capable d'écrire des scripts, ça va être d'être capable d'écrire des fichiers texte. Okay? Donc, jusqu'à présent, on s'était donné l'utilisation de commandes, on avait vu le visionnement de fichiers, mais on n'avait pas encore touché à de la modification de fichiers. Donc, pour être capable de modifier des fichiers, le principe, c'est qu'on va avoir des éditeurs de texte qui vont être capables de vivre complètement à l'intérieur de notre shell. Donc, les éditeurs de texte vont nous permettre d'écrire des fichiers, de les sauvegarder, mais tout ça à l'intérieur de notre environnement. Donc, il existe plusieurs éditeurs de texte qui marchent dans un terminal de Linux, dans un terminal qui est basé sur Unix. Donc, il y a plusieurs applications qui sont avancées. Okay? Donc, c'est des applications d'édition avancées qui sont faites plus pour des professionnels. Mais il y en existe un qui est bien intéressant parce qu'il est assez adaptable. Les différents contrôles sont directement disponibles quand on l'ouvre. Puis cet éditeur-là s'appelle Nano. Okay? Donc, quand je veux éditer un fichier texte, je peux invoquer mon programme Nano, puis lui indiquer c'est quoi le programme que je veux, pas le programme, le fichier que je veux modifier, que je veux créer. Fait que je peux l'appeler ici un fichier text.txt. Puis là, ce que ça fait, quand j'exécute Nano avec un nom de fichier, ça m'ouvre un éditeur de texte qui va vivre à l'intérieur du shell. Donc, je ne suis plus en ce moment dans les commandes normales de Bash. Je suis maintenant à l'intérieur du programme Nano qui est en train d'éditer mon fichier texte qui s'appelle un fichier texte.txt. À l'intérieur de celui-ci, je vais pouvoir commencer à taper des choses. Okay? Donc, ceci est un fichier texte. Je édite avec Nano dans mon shell. Donc, je peux directement taper dans le fichier comme j'ai besoin. Je peux voir ici qu'il est conscient que j'ai modifié le fichier. Puis à partir de là, je vais pouvoir écrire ce fichier-là, sauvegarder le fichier. Là, ici, pour travailler avec les différentes options, j'ai en fait les différentes commandes qui sont au bas de la fenêtre. Donc, j'ai plusieurs options avec différentes lettres. Le petit chapeau représente la touche contrôle. Okay? Donc, la touche contrôle, avec, mettons, CTRL X, me permettrait de quitter. CTRL G me permettrait, je fais CTRL G, OK, j'ai l'aide de mon élément. On peut voir aussi que j'ai des commandes avec les F qui vont me permettre de, si je veux, d'autres raccourcis qui sont disponibles. Fait que dans ceux qui sont intéressants de savoir, j'ai le CTRL X pour sortir, CTRL G pour avoir l'aide, puis pour sauvegarder, okay? Donc ça sera pas le mot-clé, ce ne sera pas save, ça va être d'écrire, okay? De write notre fichier. J'ai une question de Anis. Oui, s'il vous plaît. J'utilisais, c'est-à-dire avant, j'ai utilisé ce genre des éditeurs, mais je me souviens que j'utilise le deux points point d'exclamation. Est-ce que ça ne fonctionne pas ici dans ce contexte, avec Nano? Effectivement. Donc, toi, tu es en train de parler d'un autre éditeur de texte qui est VI ou Vim, qui est le premier de la liste. OK? Puis, VI et Vim est extrêmement puissant comme éditeur, OK? Mais a quand même une grosse marche de compréhension pour être capable de l'utiliser correctement. Fait que moi, dans ce cours-ci, je vais seulement travailler puis montrer Nano. Mais si tu connais déjà Vim ou VI, c'est
un éditeur extrêmement puissant et extrêmement compétent. C'est celui que j'utilise habituellement, en fait. Mais la courbe d'apprentissage, OK, est quand même compliquée parce qu'il y a un principe de comme il y a différents modes de l'éditeur. Tu es soit dans le mode des menus, tu es soit dans le mode d'édition, tu es dans le mode de sélection, puis il y a beaucoup de raccourcis qui ne sont pas très apparents. Donc, Nano est, je trouve, un meilleur premier pas dans les éditeurs dans notre terminal. Donc, on revient, on voulait sauvegarder notre fichier. Donc, je peux faire le write out avec le CTRL O. Puis là, ça me demande, c'est quoi le nom du fichier que tu veux écrire? Il a sélectionné mon fichier par défaut. Si je voudrais le save as, hein, je pourrais changer le nom du fichier. Donc, je réécris, puis je peux voir ici que ça l'a écrit okay, un certain nombre de lignes ou un certain nombre de modifications. Fait qu'une fois que ça c'est fait, je peux le quitter en faisant le CTRL X. Puis en faisant le CTRL X, je devrais maintenant voir, si je fais juste une liste des .txt, hein, parce que j'utilise ici l'expansion avec l'étoile qu'on a vu la semaine passée. J'ai maintenant un fichier texte .txt qui est disponible. Si je regarde à l'intérieur, je vais voir qu'il est maintenant okay, avec le contenu que j'ai écrit. J'ai une autre question de Anis. Oui, je m'excuse de vous interrompre. Mais non, je suis là pour ça, là, poser des questions. Merci. Juste parce que nous, quand on a utilisé le nano, on a donné un nom de fichier. Est-ce qu'on est, j'ai vu que vous donnez encore une fois le nom de fichier. Est-ce que ça ne va pas créer le fichier avec le nom qu'on décide dès le départ? Si on fait nano, un nom de fichier, n'importe quel nom, est-ce que ça ne va pas créer le fichier avec le nom? Fait qu'ici, si on fait juste nano, puis qu'on fait juste dire voici un nom de fichier, hein, ceci est un test, oui. Puis que je le quitte immédiatement, le fichier n'est pas directement créé. OK. C'est seulement à la première écriture du fichier que le fichier va être créé. Fait que ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu peux même ouvrir Nano tout seul, sans rien avoir écrit. Puis là, commencer à taper des choses. Puis quand tu décides de l'écrire, ben là, c'est à moi de trouver un nouveau nom de fichier rendu là. Puis ça va l'écrire à l'intérieur. Donc, le principe d'ouvrir un fichier qui n'est pas de genre qui a été écrit, c'est juste un raccourci pour Nano. Là. Il ne fait pas rien avant que tu commences à écrire des choses. Est-ce que cela répond? On est obligé quand même de donner le nom avant de quitter ou c'est déjà fait, c'est le nom et on est déjà, on fait... à chaque fois que tu vas sauvegarder, donc à chaque fois que tu vas peser sur le CTRL O, il va te redemander le nom de fichier, qui va déjà être la dernière chose que tu as sauvegardée. Si je ne me trompe pas, avec VI, quand on fait VI, le nom du fichier, ça va créer le fichier avec le nom et on n'a pas besoin de donner le nom en quittant. Avec VI, il faut quand même que tu l'écrives aussi. Il faut que tu fasses W, la partie W du 2.WQ, c'est d'écrire. Si tu fais juste 2.Q, point d'exclamation pour ne pas modifier pour ne pas sauvegarder les modifications, il n'y aurait quand même pas de fichier non plus créé. Ok, merci. Excellent. Donc, on peut quitter ça pour l'instant. Autre chose intéressante, si j'essaye de ouvrir un fichier déjà existant avec Nano, ça fonctionne. Puis, je vais avoir le contenu du fichier déjà courant, okay, dans lequel je vais pouvoir faire des nouvelles choses. Okay? Donc, ici, je peux dire des nouvelles choses dans le fichier. Et là, on fait CTRL-O pour le write out. Ça me donne des options. Je paye sur Enter. Ça l'a écrit. Puis, je peux maintenant quitter mon logiciel avec le CTRL-X. Puis, si je regarde juste le contenu avec l'S,
je vais avoir juste le contenu que j'ai écrit à la dernière sauvegarde. Parfait. Donc, on va avoir ici, attends, je vais me mettre dans un petit dossier là, pour qu'on puisse avoir un petit peu de paix. Donc, je me mets dans un petit dossier à côté là, pour que quand je fasse ls, il n'y ait rien à l'intérieur. Donc, on va se créer un premier script okay, qu'on va essayer d'exécuter. Fait que, on va l'appeler premier, puis on peut juste l'appeler ainsi. On n'a pas besoin, en passant dans le monde unixien, d'extension en tant que telle. Si je veux absolument mettre une extension, je peux mettre l'extension .sh pour les scripts, parce que c'est des scripts shell. Okay? Donc, l'extension .sh est souvent utilisée, mais je n'ai pas besoin. Okay? Je peux juste avoir un fichier qui est un fichier texte, en fait, mais qui n'a juste pas d'extension. Dans le monde de Linux, ça ne dérange pas. Donc, on va avoir ici notre premier script. On va avoir un peu un langage de scripting, hein, un peu comme ce qu'on avait avec notre langage de programmation en Python. On va voir que c'est plus limité, puis c'est plus aussi adapté à l'exécution de commandes, mais il y a quand même des règles. Okay? De la même manière qu'on avait des règles en Python, il va y avoir des règles en scripting de Bash. Fait que la première chose, c'est qu'il faut avoir une première ligne qui va indiquer à notre système que c'est un script de Bash. Donc, cette première ligne-là, c'est ce qu'on appelle le shebang. Puis, c'est la première ligne qui commence avec un point, un dièse ou un hashtag, point d'exclamation, /bin/bash. Donc, on va toujours avoir cette première ligne-là qui va être à la première ligne dans nos scripts. C'est obligatoire pour avoir un script en bash. Ensuite, on peut avoir les autres lignes, s'ils commencent par un hashtag ou un dièse, c'est que c'est des commentaires. Donc, ceci est un commentaire dans mon script. Puis ensuite, je peux mettre une série de commandes, comme on a vu quand j'appelais n'importe quelle autre commande. Donc, je peux faire Hello World, okay, avec le echo qui va me permettre de juste faire afficher ce texte-là. Donc, j'ai fini de travailler avec ce fichier-là. Je veux le sauvegarder. Fait que je vais cliquer sur mon CTRL-O qui me demande c'est quoi le nom du fichier. Je veux l'avoir comme étant premier. J'ai écrit le fichier. Je suis maintenant prêt à quitter avec le CTRL-X pour sortir de mon programme. Fait que là, si je regarde le contenu, puis si je veux juste voir le contenu rapidement d'un fichier, j'ai aussi une autre commande qui s'appelle cat qui me permet de juste voir le contenu rapidement d'un fichier. Donc, à la place d'utiliser ls qui prend la page au complet, on peut aussi utiliser cat. Donc, on a notre script, il est prêt, mais là, il va falloir être capable de l'exécuter. Parce que si on regarde notre script avec un ls-l, on peut voir que quand on crée des fichiers par défaut, pour des raisons de sécurité, les fichiers n'ont pas la capacité d'exécution. Donc, si j'essayerais d'exécuter ce script-là, ça ne fonctionnerait pas. Ça me donnerait un permission denied. Donc, il va falloir modifier le script pour être capable de l'exécuter. Une manière facile, on peut le mettre avec les chiffres binaires. Une autre option de chmod, ça va être d'utiliser l'option où c'est que je donne le nom de la permission à rajouter. Fait que je dis un chmod, à la place de mettre des chiffres, je peux dire rajoute avec un plus l'exécution à mon fichier premier. Donc, ce que ça va faire, ça ici, on peut voir ici que premier, il a été modifié dans ses modes d'exécution. On a maintenant les 3X qui sont maintenant disponibles. Donc, maintenant, n'importe qui peut l'exécuter, incluant le propriétaire et les membres du groupe propriétaire. Fait que j'ai maintenant la possibilité d'exécuter ce script-là.
Fait que là, la dernière chose, ça va être d'exécuter le script, de l'activer pour que je puisse exécuter. Là, on va voir que si je fais juste marquer le nom du fichier, ça ne fonctionnera pas. On va aller rejaser plus tard un petit peu pourquoi. Mais pour exécuter un fichier qui est dans le dossier courant, je vais pouvoir utiliser le point tout seul. Donc, on avait vu hein, que quand je faisais CD, je peux faire le point, ça remontait hein, d'un dossier. Ben, je peux aussi utiliser le point pour indiquer que je suis dans le dossier courant. Donc, à partir du dossier courant, je veux aller exécuter le fichier premier, qui va être mon script. Puis quand j'exécute ça, ça prend ça comme si c'était des commandes, puis ça les exécute. Donc ici, ça a fait le Echo Hello World qui a affiché à l'intérieur de mon invité de commande, de mon terminal de Bash. Donc, une fois qu'on a ça, on a créé notre premier script système qu'on a réussi à exécuter. Fait que quand on crée un script système, okay, il y a 3 étapes fondamentales. On crée le fichier comme si c'était un fichier texte. La première ligne de ce fichier texte-là est obligatoirement ce qu'on appelle un shebang, donc le hashtag, un point d'exclamation, /bin/bash. Après ça, on a les différentes commandes. Une fois que le fichier est créé, il faut être capable d'exécuter ce fichier-là. Donc, il faut changer ses permissions. Changer les permissions, tu as juste besoin de le faire une fois. Hein? Même si je modifie le fichier, les permissions vont rester les bonnes. Okay? Donc, c'est juste à la création du fichier, j'ai besoin de modifier les permissions pour avoir l'exécution. Okay? Le petit X. Puis, finalement, je peux exécuter le script en utilisant le / et le nom du script, donc ce cas-ci, / premier. Parfait. On va aller regarder pourquoi est-ce que si je marque premier tout seul, ça ne fonctionne pas. Pourtant, quand j'exécute d'autres commandes, les autres commandes, eux, ils marchent. Puis non seulement ça, hein, on avait vu avec le Witch que ces commandes-là, ils ne sont même pas dans le dossier courant. Donc, comment est-ce que l'ordinateur, okay, comment est-ce que Bash il fait, le shell, pour être capable de savoir sont où les commandes, puis c'est quoi les commandes que je peux utiliser. Donc, il existe sur Linux, en fait, ça existe aussi sur Windows, le principe d'un chemin d'accès pour les exécutables. Okay? Donc, en anglais, ça s'appelle le PAT, le Executable Path, P-A-T-H. Puis, ce PAT-là, c'est une série de dossiers, une série d'emplacements dans lesquels l'ordinateur va aller regarder quand il essaye d'exécuter une commande. Donc, quand je fais juste marquer le nom de la commande, lui, il va aller regarder dans cette série de dossiers-là. Puis si le programme n'est pas dans cette série de dossiers-là, il va dire « je ne l'ai pas trouvé ». Fait que première chose, je peux voir c'est quoi ces différents dossiers-là en utilisant la représentation de variables. Hein, on avait vu avec Bash qu'on peut utiliser le signe de $ suivi d'un nom de quelque chose. Donc, le path, c'est une variable dans notre environnement là, qui est en lettres majuscules. Fait que si je demande à voir c'est quoi, lui va m'afficher la liste des différents dossiers dans lesquels il regarde quand il essaye d'exécuter une commande. Fait que si je veux être capable de mettre mon fichier dans le path, hein, il va falloir que j'utilise une commande qui va me permettre de modifier cette variable-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser une commande qui s'appelle export qui va me permettre de modifier une variable de mon environnement. Donc, la commande, je modifie le path. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est que je utilise
l'ancienne version. Fait qu'en fait, ça va tout copier qu'est-ce qui était ici. Puis je veux venir mettre un nouveau dossier. Fait qu'en fait, on voit ici qu'ils sont séparés par des 2 points, les dossiers. Fait que je rajoute un 2 points. Puis je peux venir mettre le dossier, OK, dans lequel je suis, qui est scripts. Fait que si je refais le path, si je refais afficher le path, je peux voir qu'il y a maintenant un dossier additionnel qui est mon dossier de script. Ici, en passant, on peut voir que j'ai utilisé le tilde pour remplacer le dossier de l'utilisateur courant. Là. En ce moment, c'est home/Dolan, puisque mon nom d'utilisateur, c'est Dolan. Donc, ça a remplacé automatiquement cet élément-là. Et maintenant, si je marque premier, je peux voir que ça me donne la bonne exécution. Je n'ai pas eu besoin de mettre le /. Encore mieux que ça, maintenant que c'est dans le path est partout le même. Hein? Donc ici, si je fais le echo path, je peux voir que le dossier est encore là. Donc si, admettons, je m'en vais dans le home, puis que je marque le nom de mon script, puisqu'il est dans le dossier des scripts, qui est dans les chemins d'accès des exécutables, il va être disponible de partout. Non seulement si je suis dans ce dossier-là personnellement. Donc, c'est ça la force du path, la force des chemins d'accès des exécutables. Une fois que j'ai seté, je peux l'utiliser n'importe où pour être capable de travailler avec cet environnement-là. Parfait. Fait que on serait bon pour une première petite pause. On reviendrait dans une douzaine de minutes à 19h05 pour continuer à regarder comment travailler avec les différents scripts. Fait que petite pause, retour à 19h05. À tout de suite tout le monde. Donc, on était en train de regarder l'élaboration de scripts. On s'était donné les premières étapes pour être capable de créer un script. Donc, d'être capable d'avoir le contenu du fichier, de le mettre en exécution, puis d'être capable de l'exécuter par la suite. On s'était laissé avec le principe d'avoir le chemin d'accès qui me permettait de décider où étaient mes différents programmes, mes différentes commandes. Puis si j'ajoutais un dossier là-dedans, ben en fait, il allait être toujours disponible. On va retourner dans ce fichier-là parce qu'on va sûrement aller écrire d'autres scripts à l'intérieur. Donc, le principe, c'est aussi l'environnement lui-même. Okay? Donc, l'environnement du shell, le path qui est déjà là. Il y a des fichiers qui sont automatiquement exécutés quand je commence ma session de mon shell. Puis, il existe certains endroits où ces fichiers-là existent. Donc, en gros, quand tu essaies de partir un shell, lui, il va aller voir ces emplacements-là, puis il va aller automatiquement exécuter ces affaires-là pour configurer ton environnement comme tu as besoin. Fait que si, admettons, tu as justement le dossier script là, qui a besoin d'être rajouté à chaque fois avec le export, ben, tu peux aller le rajouter à un de ces différents scripts-là, puis lui va automatiquement être roulé quand on commence une session. Fait que si on s'en va voir dans notre dossier de notre utilisateur, puis que je fais un ls point étoile, ici, je veux en fait juste ls-a. Excellent. Donc, avec le -a, on va avoir les fichiers qui sont avec des points auparavant.
Donc, les fichiers avec des points, par défaut, hein, on avait dit qu'ils étaient cachés. Puis, c'est justement des fichiers que habituellement on ne veut pas travailler avec. C'est seulement à des moments opportuns. Là. Donc, il y a beaucoup de fichiers de configuration qui vont être là. Donc, un de ces fichiers-là, c'est le .bash ARC. Donc, si on s'en va le regarder avec notre commande less, on va pouvoir voir qu'à l'intérieur, il existe une panoplie de choses qui s'exécutent à l'intérieur de notre programme. Qu'est-ce qui va être intéressant? C'est que, ultimement, à la fin de nos cours de cette semaine, on devrait être capable de tout comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces différents fichiers-là. Mais le principe, c'est que si je voulais, moi, rajouter, mettons, ma commande de export, je pourrais très bien la rajouter à la fin de ce fichier-là avec Nano pour être capable de activer un dossier dans le PAT, activer d'autres programmes avant que je parte mon shell, une panoplie de choses comme ça. Donc, justement, si on veut rajouter notre environnement de script à notre environnement toujours, donc le principe, c'est que je peux aller dans un fichier qui s'appelle le bash profile. Donc, je peux faire nano.bash. Je pense que je ne l'ai pas, en fait, c'est pas grave. Il va quand même être là. Puis, à l'intérieur de celui-ci, je peux venir aller écrire ce que j'ai besoin. Attends, on va copier la partie que je veux. Puis, moi, je ne l'ai pas mis dans bin. Je l'ai mis dans scripts. Puis, sauvegarder ça. Puis, à partir de maintenant, ben, quand je vais ouvrir mon terminal, je n'aurai même plus besoin de regarder. Je sais que si les choses sont dans les scripts, il va être disponible. Donc, on a vu la commande export qui me permettait de mettre des choses. Il existe d'autres commandes qui vont souvent être utiles. Justement, une de ces commandes-là, on l'a vu passer rapidement, là, mais si je retourne dans le bash ARC, puis je vais aller voir ici, ouais. Donc, il y a la commande alias. Donc, la commande alias, ce que ça me permet de faire, c'est de faire un alias vers une autre commande. Fait que le principe ici, c'est que si je fais ls, ça ne va pas faire ls, ça va faire ls avec des couleurs. Okay? Ça va mettre l'option couleur à automatique. En gros, le principe, c'est que quand je tape ls, par défaut, ça ne devrait pas afficher de couleur. Mais, puisque je suis dans un terminal qui a des couleurs intéressantes, je peux le dire, fais juste le faire automatiquement. Comme ça, je n'aurai pas besoin de le taper moi-même puis d'activer cette option-là à chaque fois. Donc, on est capable de mettre des alias pour être capable d'avoir des commandes plus faciles. Donc, admettons ici, si je fais souvent le ls-l pour avoir la liste. Attends, je retourne dans mes scripts. Si je fais souvent mon ls-l, puis que je suis tanné de taper le ls-l tout le temps, je peux me faire un alias. OK? Puis je dis, mettons, L, c'est une nouvelle commande. Puis quand je fais L, pour de vrai, ça va faire ls-l. Puis là, maintenant, quand je tape L, c'est la même chose que j'aurais tapé ls-l. Donc, on a les alias qui nous permettent de simplifier, à mettre des raccourcis de commande vers un autre élément. On a aussi la possibilité d'avoir des fonctions de shell. Donc, on peut aller écrire, soit dans des scripts, des micro-fonctions. Hein? Donc, moi, j'en ai déjà écrit une, en fait, si on regarde dans notre bash.rc de tantôt. Puis qu'on s'en va à la fin.
Donc, à la fin complètement, j'ai une petite fonction. OK? Donc, le principe de la fonction, c'est qu'il y a des parenthèses. Il va y avoir possiblement des paramètres. On verra ça un petit peu plus tard. On va avoir des accolades. Puis après ça, on va avoir une série d'actions qui va être prises quand je travaille avec ça. Donc, pour être capable d'activer cette fonction-là, j'ai juste besoin de taper le nom de la fonction. Donc, le nom de la fonction devient une autre commande. Hein, donc, ici, je l'ai mis dans mon bash RC parce que c'était un script qui est automatiquement activé puis qui se met dans l'environnement. Donc, j'aurais pu aussi écrire la fonction dans un script, exécuter le script, puis après ça, il est dans mon environnement. Je peux commencer à l'utiliser quand je veux. Le principe, c'est que c'est en fait, tu peux même l'écrire à la main, parce que tout ce que tu écris dans un shell, c'est comme si tu l'avais écrit à la main puis tu l'avais tapé très rapidement dans le terminal. Donc, tu peux aussi invoquer, définir des fonctions dans le terminal pour les invoquer par la suite. On a certaines fonctionnalités qui sont adaptées au script, particulièrement par rapport à l'écriture sur plusieurs lignes. Parce que jusqu'à présent, le principe, c'est que quand on pèse sur Enter, ça l'exécute la commande qui est sur la ligne. Donc, si je veux avoir quelque chose qui est sur plusieurs lignes, comme un texte qui est sur plusieurs lignes, comment est-ce que je suis capable de faire ça? Fait qu'ici, on se donne comme but d'être capable d'écrire le fichier suivant. Le contenu est complètement arbitraire, c'est une page HTML de base, mais on veut écrire nous autres mêmes tous ces caractères-là. Plus grand que HTML, on ferme. En fait, c'est plus petit que HTML, on ferme, on paye sur Enter, on ouvre, Head, Enter, et ainsi de suite. On veut juste écrire littéralement ce texte-là dans un fichier. Ou directement quelque part, ou dans le terminal. Fait que si on veut faire ça avec nos connaissances courantes, on peut faire ça ainsi. On a vu la commande echo qui me permettait d'écrire dans mon shell, de faire afficher ça. Puis, si je veux avoir plusieurs lignes, il va falloir que je fasse plusieurs fois echo. Ce qui est un peu plate, de devoir réécrire tout le temps la même commande, quand le principe, c'est que j'aimerais faire echo juste une fois, puis donner le texte avec des sauts de ligne. Mais la problématique, c'est pas que pour Bash, le saut de ligne, c'est un caractère important. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Donc, on va avoir différentes possibilités. Donc, la première, c'est qu'on va pouvoir utiliser les quotes, les double quotes qu'on avait vus pour refermer des chaînes de caractères. En Bash, tant que je n'ai pas fermé un quote, il va rester ouvert, puis il va considérer les sauts de ligne comme étant faisant partie de ce que je veux envoyer. Fait que si je fais écho, ceci est 1, je n'ai pas fini. Test sur plusieurs lignes. Puis quand je le ferme, là, lui est capable d'envoyer ça correctement. OK? Donc, on peut utiliser les doubles guillemets ou les guillemets simples pour être capable de faire une série de lignes, même si habituellement un saut de ligne, ça serait une nouvelle commande. Il existe une deuxième méthode, particulièrement quand je vais avoir besoin d'avoir des doubles guillemets à l'intérieur de mon texte ou de mon élément que je veux aller travailler. Donc, ils appellent ça des here scripts, donc des scripts présents ou des scripts ici. Là. Il n'y a pas de traduction spécifique. On a le principe de j'ai une commande, puis là, je veux y donner quelque chose. Fait que, mettons, echo ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les doubles chevrons vers la gauche, puis je vais mettre un mot-clé de fin. Avant de continuer, j'ai une question de Kajam. Oui, désolé pour le dérangement. J'aimerais savoir, vous êtes dans quelle page? Je n'arrive pas à trouver cette page-là. Certainement.
Donc, C'est le même fichier qu'on a sur l'IA, c'est ça? ben, ici, c'est le site de Linux Command là, qui est sur l'IA, donc linuxcommand.org. En ce moment, à l'intérieur, on est dans la deuxième section qui est les Writing Shell Scripts. OK. Puis on est à la section Here Scripts. Parfait. Merci beaucoup. On paye pour éléments rapides. On peut toujours le paster dans le chat. Ça répond à ta question, hein? Oui, merci. Excellent. Donc, on est en train de regarder quand on a besoin de mettre du texte, que ça se peut qu'il y ait des guillemets ou des doubles guillemets dedans. Je ne peux pas utiliser les doubles guillemets pour délimiter des doubles guillemets. Donc, je peux utiliser ce qu'on appelle les Here Scripts, qui me permet de dire, ben, j'ai une commande, j'ai des doubles chevrons vers la gauche, puis j'y donne, OK, ce qu'on appelle un token, OK, un élément spécifique. Puis tant que je ne réécris pas cette information-là, tout ce qui n'est pas cette information-là va faire partie du message, va faire partie de la chaîne de caractères que je suis en train de construire. Fait qu'ici, on peut utiliser, OK, typiquement là, quelque chose comme EOF ou underscore EOF underscore, juste être certain que ça se retrouve nulle part à l'intérieur de ton contenu. Puis quand tu as fini d'écrire ce que tu as besoin, tu peux le terminer avec ce même token-là pour dire j'ai terminé l'écriture de mon élément. Fait que on peut faire ça ici avec le même principe. OK, avec le token. Il existe des variations, mais ce n'est pas des choses qui sont super intéressantes pour nous. On a ensuite le concept de variable. Donc, le concept de variable, c'est un peu le même concept que qu'est-ce qu'on a vu dans la partie de programmation en Python. Ça va nous permettre d'avoir un identificateur, un nom de variable, dans lequel il va avoir un contenu quelconque. Puis, ce contenu-là, je vais pouvoir y faire référence, je vais pouvoir le réutiliser en utilisant le nom de la variable après que je l'aille défini dans mon programme. Fait que, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour faire une définition de variable. Donc, pour faire une définition de variable, ça ressemble, c'est très semblable à de la programmation, mais il y a certaines règles additionnelles là, auxquelles il faut faire attention. Fait que le principe reste sensiblement le même. À gauche, je vais avoir un identificateur. OK? Je vais avoir un égal. Puis à droite, je vais avoir l'information, le contenu que je vais aller mettre dans la variable. Quelques petites variations ici. Donc, premièrement, les noms de variables, OK? C'est un peu le même principe. Faut que ça commence avec une lettre. Ça peut être des lettres ou des chiffres. Je peux utiliser les underscores. Je n'ai pas le droit de mettre des espaces. Je n'ai pas le droit de mettre des caractères spéciaux. Donc, les noms de variables, ça reste les mêmes. Ensuite, quand je mets le égal, un élément extrêmement important, là, puis ça, c'est très différent du Python, c'est que je n'ai pas le droit de mettre des espaces entre la fin du nom de ma variable puis le début de ma valeur. Okay? Donc, je ne peux pas avoir d'espace entre les différents éléments quand je fais une déclaration de variable. Dernière chose, quand on a une valeur à droite, la valeur à droite, en bash, il n'existe pas de type précis. Il va seulement y avoir des chaînes de caractères. Donc, tout est des chaînes de caractères. Okay? Il n'y a pas de type comme on avait en Python. Tout est traité comme si c'était des chaînes de caractères. Donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va toujours être d'utiliser les délimiteurs de chaînes de caractères. C'est pas obligatoire, OK, s'il y aurait juste un mot, puis il n'y a pas d'espace, puis mais le principe, c'est que si on met tout le temps des doubles guillemets, ça va jamais ne pas fonctionner. Donc, j'aime mieux qu'on prenne l'habitude, puis qu'on utilise les doubles guillemets à chaque fois.
pour être capable d'avoir aucun problème dans le futur. Fait que, à gauche, nom de variable, collé directement dessus, on a le égal, puis ensuite, on a entre double guillemets le nom de ou la valeur que je veux mettre à l'intérieur de la variable. Une fois que cette variable-là a été assignée, si je veux aller rechercher le contenu de cette variable-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, on l'avait vu en fait la semaine passée, on l'a utilisé tantôt. Je vais pouvoir utiliser le signe de dollar suivi du nom de la variable pour être capable d'aller chercher le contenu d'une variable. Donc, je suis capable de déclarer et d'assigner une variable. Puis, une fois qu'il y a quelque chose d'assigné dedans, on va pouvoir l'utiliser pour aller chercher son contenu. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il existe des variables par défaut. Hein? Donc, on a vu tantôt le path. Ben, on peut aller voir la liste des variables avec une commande qui s'appelle printenv. Puis, dans cette commande-là, on en avait un petit peu aussi jasé la semaine passée. On a une série de variables okay, qui sont toujours disponibles que je peux utiliser. Comme tantôt, on utilisait le path. Okay, c'était dans ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc, les variables d'environnement sont disponibles. On peut les utiliser n'importe où dans nos différents scripts. Ils sont juste toujours disponibles. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On est bon avec ça. Parfait. Donc, on a vu le principe de utilisation de variables. Hein? Donc, déclaration, assignation, puis après ça, utilisation de variables. Mais on avait vu quelque chose d'autre quand on avait regardé l'utilisation du signe de dollar. On avait vu aussi l'utilisation du signe de dollar avec des parenthèses. Donc, le signe de dollar avec des parenthèses, c'était ce qu'on appelait une substitution de commande. Donc, quand je veux prendre le résultat d'une commande, puis je veux le réinsérer quelque part d'autre, je peux utiliser la substitution de commande. Donc, ici, c'est utile quand je ne veux pas avoir une variable intermédiaire. Je peux directement mettre, voici du texte, puis je veux que tu mettes directement ici le résultat de la commande pour avoir, pas ce texte-là littéralement, mais le résultat de cette commande-là à cet endroit-là dans mon fichier. Donc, la substitution de commande, c'est avec un signe de dollar et des parenthèses, puis à l'intérieur, tu mets la commande elle-même. Si vous regardez des plus vieux scripts, là, il existe une variation okay, qui utilise les backticks. Okay? Donc, faire attention, là, ça ici, ce n'est pas des guillemets simples, c'est des accents graves tout seul. Okay? Donc, ce n'est pas droit comme ça, c'est vraiment l'accent grave tout seul. Donc, il faut faire attention. Mais si vous voyez ça, c'est synonyme à notre substitution de commande. Il y a certaines problématiques là, avec cette version-là. C'est pour ça qu'on a une version améliorée maintenant que nous, on va préconiser. Mais si vous regardez d'autres scripts, ça se peut que vous vous retrouviez avec cette variation-là. C'est pas une problématique en tant que telle. On peut, quand on travaille avec ces deux éléments-là ensemble, on peut avoir des variables, puis on peut faire en sorte que la variable, son élément qui est assigné à l'intérieur, ça soit le résultat d'une commande. OK? Donc, on peut mélanger ça ensemble, ce n'est pas une problématique. La substitution de commande, tu peux mettre ça n'importe où c'est qu'il y aurait une chaîne de caractères. Donc, dans l'assignation, on a une valeur qui est une chaîne de caractères, donc on peut y mettre la substitution de commande si on veut. Parfait. Parfait, parfait. Dernière chose, on va avoir aussi le principe de constante des fois, donc d'éléments qui ne devraient pas changer durant la vie du programme. Il n'y a pas de constante en tant que telle comme principe en Bash. On va utiliser une convention, donc tout le monde va s'entendre pour faire la même chose.
puis ça va nous permettre de répondre à ces besoins-là. Donc, le principe ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser des noms de variables qui vont être en majuscules pour être capable de dire, ben, ça ici, là, je l'assigne une fois dans la variable, puis je te promets que je ne le change pas par la suite. Fait que les constantes, comme convention, on fait juste mettre leur nom en lettres majuscules, puis ça nous permet de bien savoir, puis bien faire attention à ne pas les réassigner. On a ensuite les fonctions de shell, comme on vous a jasé tantôt. Ce n'est pas des choses qui sont super gros utilisées, le fait que je vais y aller de manière assez simple. Donc, le principe, c'est, si on regarde, ils vont avoir un résultat final de ça. Donc, on va avoir les différentes fonctions. Donc, les différentes fonctions, tu peux les mettre au début, ici. Tu peux les mettre au début de ton script, OK? Puis, une fois que ces fonctions-là sont développées, donc le principe de la fonction, c'est que tu vas avoir le nom de la fonction, des parenthèses, des accolades, puis à l'intérieur, une série de commandes que tu veux exécuter quand tu appelles cette fonction-là. Nous, on ne regardera pas le principe de paramètres de retour, il y a pas, c'est pas aussi simple en bash, fait que, puis habituellement, on n'en aura pas besoin. Là. Fait que c'est juste d'avoir une affaire réutilisable. Fait que le principe, c'est qu'une fois que j'ai cette définition de fonction-là, je peux utiliser la fonction comme si c'était une commande. Fait que je peux l'utiliser dans de la substitution de commande pour avoir le résultat escompté à un autre endroit dans mon programme. Donc, on a les commandes. C'est aussi disponible. Parfait. Commande, commande, commande. Excellent. Et ici, je vais juste m'assurer de quelque chose. Ici. Parfait. Donc, autre chose qu'on est capable de faire à l'intérieur de nos script shell, ça va être le principe de conditionnel. On avait vu les principes des if quand on travaillait avec les différents en programmation Python. Ben, le if va aussi être disponible à l'intérieur de nos scripts en bash, mais on va voir que la dynamique n'est pas exactement la même. Fait que la prémisse, OK, la syntaxe semble très semblable. Donc, j'ai un if, j'ai un then, j'ai des commandes, j'ai la possibilité d'avoir des else if, c'est juste que là, c'est ELIF à la place de else if au complet. Puis, j'ai la possibilité d'avoir un else avec des commandes à son tour. Fait que le principe de une première condition, des sous-conditions si la première n'a pas marché, puis un catch-all, un attrape-tout s'il n'y a aucune des conditions qui a fonctionné. La fin de notre bloc se fait avec FI, okay? Parce qu'ici, on n'utilise pas l'indentation. On en met quand même, là, mais ça ne change pas la syntaxe. Autre chose intéressante, quand on a le if, on a la commande, puis on va avoir un 2 points avant le then. Fait qu'on a la structure de base. Là, par contre, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la condition. Donc, la condition du if, quand on travaille avec bash, est très différente de la condition de programmation en Python. Pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, il va falloir commencer à regarder ce qu'on appelle les codes de sortie de programme. Donc, quand on exécute un programme, le programme s'exécute, puis à la fin du programme, okay, dans tous les systèmes, il y a une obligation qui a été faite par le programme, puis le programme, il doit nous donner un code de sortie, un code de terminaison. Puis, c'est un peu le statut de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu une erreur? Donc, par défaut, il y a 256 codes de 0 à 255, okay, qui peut nous dire est-ce que ça a réussi ou pas.
Donc, le principe, c'est si j'essaye de mettre quelque chose qui ne fonctionne pas, OK, puis que ça me donne une erreur, le principe, c'est que le code de sortie devrait être différent. Fait que là, la question, c'est comment je fais pour savoir c'est quoi le code de sortie? Ben, on peut aller interroger une variable, qui est la variable point d'interrogation. C'est une variable spéciale, OK, elle n'a pas les requis habituels. Donc, si je regarde la variable point d'interrogation, comment je fais pour aller chercher une variable? J'utilise le signe de dollar suivi du nom de la variable. Donc, ça va me donner le code de sortie de du dernier programme. Fait que là, je peux voir ici que quand j'ai eu une erreur, j'ai eu le code de sortie 2. Si j'exécute un programme qui n'a pas d'erreur, c'est quoi le code de sortie? C'est 0. Donc, le principe ici, c'est que quand j'exécute un programme, le programme est obligé de me donner un code de sortie, okay, ce qu'on appelle le exit status en anglais. Si tout s'est bien passé, ça va sortir 0 comme code de sortie. Si ça me donne n'importe quelle autre valeur, ça va être un cas où il y a eu une erreur. Pour savoir c'est quoi l'erreur par rapport au code, ben là, il faut aller voir le manuel du logiciel parce que c'est le concepteur du logiciel, c'est le programmeur qui a décidé c'était quoi le code d'erreur qui était associé à l'erreur que tu as rencontrée. Fait qu'on a ce principe-là, OK, où c'est que j'ai des commandes, les commandes sortent toujours des codes. Si c'est 0, c'est que ça va bien. Si c'est pas 0, c'est que ça va mal. J'ai certaines commandes spéciales qui sont faites pour m'aider avec ça. Donc, j'ai la commande true et la commande false, OK, qui va toujours sortir un code de statut 0. Donc, true, puis là, ici, c'est comme l'inverse logique, là, tu sais, là. True va toujours sortir un code d'erreur qui est, pas un code d'erreur, un code de statut qui est 0. Puis false va toujours me donner un code de sortie qui va être considéré comme une erreur. Habituellement, ça va être 1. Fait que si j'essaie, mettons, d'exécuter false, il ne se passe rien. Ça fait juste générer le code de sortie. Mais si je m'en vais le regarder avec le echo, je peux voir que ça m'a donné 1. On retourne à notre if. Fait que on avait dit que le if allait prendre une commande. Puis là, le principe, c'est que le if, pour qu'il fonctionne, il faut que la commande aille fonctionner. Donc ici, là, ce n'est pas une condition que tu mets, c'est une commande qui va avoir un code de sortie qui dit que ça a fonctionné. Puis si le code de sortie dit que ça a fonctionné, si le code de sortie c'est 0, c'est à ce moment-là qu'on va aller exécuter les commandes dans le bloc d'instruction. C'est ça qui va dire que je réponds à ma condition. C'est si la commande est complétée avec succès, puis que le code de sortie, c'est 0. Bon, d'avoir une commande qui sort 0, c'est pas souvent qu'est-ce que nous, on veut faire comme condition. Fait qu'on va avoir une fonction intermédiaire qui s'appelle test. Puis test va me permettre de faire qu'est-ce que je fais habituellement comme condition. Puis test est tellement utile qu'on a la commande test. Okay, donc si je fais man test, je peux voir que je peux faire le test avec l'expression. Mais à la place de toujours avoir à écrire test quelque chose, je peux tout simplement remplacer ça par des crochets carrés. Donc, à la place d'utiliser la commande test, ou en fait, pour utiliser la commande test, je peux utiliser des crochets carrés à la place qui vont représenter le test que je veux faire. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les tests possibles, on en a une panoplie qui s'applique à qu'est-ce qu'on essaie de faire en bash. Fait qu'on va avoir une série d'expressions possibles
qui va me permettre de tester des choses comme est-ce que telle affaire existe et est un dossier? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un fichier? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'on peut écrire à l'intérieur? Est-ce que c'est exécutable? Est-ce que tel fichier est modifié de manière antérieure ou postérieure à tel autre fichier? Est-ce que telle variable est vide? Est-ce que telle variable n'est pas vide? Donc, on a des tests, OK, qui sont adaptés à la réalité de l'environnement de Bash, qui va travailler avec des fichiers, qui va travailler avec des commandes, puis qui va travailler avec des chaînes de caractères. Donc, le principe, c'est que si on veut regarder une conditionnelle en Bash, on a le if, puis là, on a un test, hein, parce que c'est entre crochets carrés. Puis entre crochets carrés, on a quoi? On a un -f bash profile. Ben, -f, c'est quoi? -f, c'est est-ce que le fichier existe et est-ce que c'est un fichier standard de texte ou binaire. Fait qu'ici, ça fait un test sur est-ce que bash profile existe et est disponible. Si oui, ça l'écrit. Sinon, ça l'écrit quelque chose d'autre. Donc, cette forme-là, avec les tests avec les crochets carrés, puis après ça, l'expression, OK, puis on a la liste ici des éléments, ou sinon on peut aller regarder dans le manuel pour aller voir la liste de toutes les options possibles d'expression. On a ensuite un point-virgule, le then, les actions, puis ça, c'est la structure du conditionnel quand on travaille avec le if. Ça, c'est pas pire, ça, c'est pas pire. Dernière chose, quand nous-mêmes, on sort d'un script, on peut indiquer c'est quoi le code de statut, hein, le exit status. Donc, on a dit que habituellement, c'est 0. Hein, donc, si je ne le spécifie pas, ça va être une sortie avec 0, mais je peux utiliser la commande exit pour être capable de sortir puis de spécifier c'est quoi le code de statut, le code de retour. Donc, si j'ai un problème, je peux écrire quelque part un exit 1 qui va dire ça l'a sorti avec un code d'erreur. Parfait. Si tester, c'est pas des choses importantes pour moi. All right. Là, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs attrapes en Bash qui ne sont pas des attrapes en programmation générale. Donc, on va jaser d'une couple d'affaires. Premièrement, si une variable n'a rien d'assigné ou si la variable n'existe pas, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver pas grand-chose. Okay? Donc, souvent, quand une variable n'est pas disponible, ça va juste être remplacé par du vide. Donc, il faut faire attention parce que des fois, du vide, ça peut être correct. Okay? Comme si je fais le écho du pat, hein, ça me donne le pat, mais si je fais le écho de banane, puis après ça, je marque autre chose. Hein, c'est comme si je n'avais rien marqué ici. C'est comme si elle avait disparu. Donc, faire attention, quand une variable est vide, son élément disparaît. Fait qu'ici, un exemple, si j'enlève cette première ligne-là, quand lui, il va essayer de faire ça, ben, il va faire en sorte que ça disparaît au complet. Puis ça devient juste égal 1. Ben, juste égal 1, ça n'a comme pas rapport, là. Puis là, ça te donne une erreur. OK? Donc, il faut faire attention, en enlevant les choses, ça peut devenir problématique. Même principe, si tu ne fais pas attention à tes guillemets, hein, on avait dit que le guillemet, si tu ne le fermais pas, lui, il pensait que c'était comme une méga phrase qui s'en venait. Fait que le principe, c'est que lui, il voit pas de guillemets, puis là, il va essayer de lire jusqu'à la fin du script pour faire semblant de, comme si c'était une méga chaîne de caractères. Puis là, il va dire à la fin, j'ai pas réussi à le retrouver l'autre. Je suis désolé. Fait que on a ces différents éléments-là.
pour s'aider avec ça, on va avoir l'option, OK, de rajouter un petit élément de débogage. Fait que si on repart notre petit premier script, puis qu'on se donne un autre sur la première ligne, là, où c'est que j'ai mis le bin bash, je peux rajouter un élément qui est le -x. Donc, le -x, c'est comme un mode de débogage qui va me permettre, donc on va voir que ça donne quand je l'exécute. Donc, quand je l'exécute, il va me dire il est en train de faire quelle ligne avant de la faire. Donc, je peux voir ici que, hey, je suis en train de faire le premier écho, ça fait le premier écho. Hey, je suis en train de faire le deuxième écho, je fais le deuxième écho. Fait que ça va nous permettre de voir, particulièrement quand on va avoir des conditionnels, quel élément de la conditionnelle il est en train de faire par rapport, puis où c'est qui est rendu dans notre script. Parfait. Oups. Dernier élément de la journée, le principe de saisie et d'arithmétique. Donc, souvent dans mon script, je vais vouloir avoir une information de l'utilisateur. Je veux que ça l'attende, puis que ça prenne une réponse. Fait que j'ai la commande read qui va me permettre... Oups, c'est pas le bon read. Voyons, est où? La commande read, j'ai dit. Oui, celui-là, il va être dans le help. Donc, la commande read qui me permet de lire puis de mettre ça dans une variable. Donc, le principe de read, c'est si je fais read, puis je fais une variable, lui, il va aller lire le clavier. Donc, ceci est une saisie. Puis, le nom que je vais avoir donné ici, ça va être le nom. Oups. On va le refaire. Ceci est une saisie. Je refais un read à la place de faire un echo. Donc, quand je vais aller regarder le contenu de cette variable-là par la suite, ben, ça va être qu'est-ce que moi j'ai lu à l'intérieur de cette variable-là. Donc, j'ai le read par défaut, okay, qui fait juste une saisie. Habituellement, le read va se faire avec un prompt, okay, avec un texte de saisie. Donc, je peux faire un read avec l'option P. Okay. Donc, entrer un nombre. Puis là, je vais mettre ça dans nombre. Fait que je peux rentrer, mettons, 65. Je paye sur Enter. Puis à ce point-là, dans la variable nombre, je peux voir que j'ai le résultat de qu'est-ce que j'ai rentré dans la saisie. Donc, la commande read me permet de faire une lecture et une assignation par la suite dans une variable. On a la possibilité de faire de l'arithmétique dans le besoin. Donc, de l'arithmétique, quand on parle d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, d'assignation. Donc, pour faire de l'arithmétique, c'est de la substitution de commandes, mais encore plus de parenthèses. Donc, on utilise encore une fois le signe de $, puis on va utiliser 2 paires de parenthèses pour avoir de l'arithmétique à l'intérieur. Donc, si j'essaye l'élément suivant, ça va faire l'opération arithmétique, puis ça va me donner le résultat. Donc, je vous ai dit qu'en bash, pas mal tout était des chaînes de caractères. C'est le cas, sauf quand je travaille avec de l'arithmétique. Qu'est-ce qui va être intéressant? C'est que durant ces moments-là, je peux utiliser les variables, okay,
comme si c'était des variables de programmation. Je n'ai même pas besoin de mettre le signe de dollar auparavant. Puis lui, il va aller prendre la variable que j'ai spécifiée, il va aller faire l'opération arithmétique dessus, puis il va aller me donner le résultat escompté. Donc, signe de dollar, parenthèse, parenthèse, ça me permet de faire de l'arithmétique à l'intérieur de mon programme. Parfait. Ouais, si on garde ça pour la prochaine fois. On va aller regarder. Donc, c'est tout pour notre partie magistrale d'aujourd'hui. Si vous allez regarder sur le site de cours, sur Léa en fait, vous allez y retrouver une série d'exercices pour la création de scripts. Donc, notre partie pratique de ce soir, ça va être de construire, je pense qu'on a 5 petits scripts à écrire. Donc, si on s'en va ici sur le site de Léa, puis on a ici les exercices de scripting. Donc, à l'intérieur, on peut ouvrir, c'est un document texte, puis il y a 5 questions à l'intérieur. Il faut répondre à ces questions-là en écrivant des scripts bash qui vont compléter la demande. Ensemble, au prochain cours, on va aller regarder les solutions de ces différents scripts-là, mais ça devrait être votre premier test pour la création de scripts en bash. Fait que ce serait ça pour notre période d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général avant que j'arrête l'enregistrement pour la journée? Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé et vendu.